Donc, mon pitch dans le cadre du MOOC Devenir entrepreneur du changement. Euh, alors, pour commencer, je vous présente Krishnao Prahalad, né en Inde en 1941. Il a été professeur à l'université du Michigan et il est l'auteur du livre The Fortune at the Bottom of the Pyramid, et élu 2 fois le penseur le plus influent de l'année. Alors ce livre parle de la possibilité pour les grandes entreprises d'identifier, de construire et de profiter du marché que représentent les plusieurs millions de personnes les plus pauvres de la planète, tout en participant à l'éradication de la pauvreté. Alors comment, vous me direz-vous? En fait, Monsieur Prahalad est allé proposer au PDG de BP, donc British Petroleum, John Brown à l'époque, de trouver une idée commerciale pour justement capter les fortunes de la base de la pyramide. Donc, comme vous pouvez le voir, la base de la pyramide, c'est-à-dire les personnes les plus pauvres, représente la partie de la population la plus grande. Et John Brown a alors donné à M. Prahalad et à son équipe de cadres et de consultants internationaux un budget, 6 mois, et un domaine d'intervention, à savoir l'accès à l'électricité pour ces populations. Donc s'en est suivi un travail d'échange avec des ONG, les populations locales, là en l'occurrence c'était en Inde, de travail social et ethnographique pour définir le bon modèle. Donc c'est-à-dire un besoin, une réponse adaptée, une stratégie marketing, une stratégie commerciale, une solution de financement, un système de distribution, etc. Donc c'est ainsi qu'ils ont remarqué que les populations rencontrées, comme près de 3 millions de personnes à travers le monde, pour faire à manger, avaient recours à des feux ouverts, alimentés par de la biomasse, c'est-à-dire bouse de vache, bois et charbon de bois. Donc le problème, c'est que ça veut dire qu'il y a près de 3 millions de personnes qui passent une partie substantielle de leur temps à aller récolter cette biomasse. Mais un second problème, c'est aussi que selon l'OMS, ces feux ouverts tuent 4,3 millions de personnes par an. Donc une fois que ce problème avait été identifié et au fil de leur périple, l'équipe sur place a découvert un laboratoire de l'université de Bangalore qui a en fait découvert un four de cuisine qui diminue drastiquement les émissions de fumée toxiques et qui est alimenté par des granulés fabriqués à partir de matériaux trouvés sur place. Donc de cette rencontre entre BP et l'université de Bangalore est née une nouvelle entité qui s'appelle aujourd'hui Urja et qui distribue 2 modèles de fours à 40 et 50 $. Alors pourquoi ça marche? En fait déjà parce que les vendeurs de fours préfèrent vendre ce four-là parce qu'ils ont la possibilité de continuer à vendre des granulés dans le temps. Et l'équipe sur place a également formé des entrepreneurs responsables de la vente, du marketing et de l'entretien du matériel dans les milieux ruraux pour toucher les populations les plus reculées. Aujourd'hui, plus de 2000 tonnes de granulés sont vendues par an, contribuant à un chiffre d'affaires de 2 millions de $. Et Urja est rentable depuis avril 2012. Donc, je ne suis pas Monsieur Prahalad et je ne suis pas entourée d'une équipe de cadres consultants internationaux. Mais j'ai un double master en analyse économique de projet et économie du développement. Et au cours de mes études et suite à mes études, j'ai eu l'occasion de faire un stage. C'était une analyse d'impact suite à un projet qui avait été mis en place par le Fonds Danone pour l'écosystème en Indonésie. Et j'ai fait ce stage pour le compte du CIRAD, donc il y a un centre de recherche français. Ensuite, j'ai eu l'occasion de travailler en tant que bénévole dans une ONG en Inde. J'ai aussi été volontaire pour une association sénégalaise pendant 9 mois à la coordination des programmes d'agriculture urbaine. Et c'est la rencontre de ces différentes entités qui me pousse à croire que nous disposons d'acteurs qu'il est nécessaire de fédérer pour pouvoir participer à l'atteinte des objectifs du développement durable pour 2030 que je vous montrerai tout à l'heure.
Mais l'équipe, c'est pas seulement moi, en fait. L'équipe, c'est aussi les intrapreneurs, les salariés qui sont dans vos entreprises et dans vos ONG. C'est tous ces gens qui veulent mettre en place un projet au sein de leur structure en co-création avec une autre entreprise. Et c'est ensemble euh, que nous allons pouvoir faire avancer les choses. Alors, ces objectifs définis par les Nations Unies, euh, je vais vous les lire. Donc le premier, c'est pas de pauvreté. 2, faim zéro. 3, bonne santé et bien-être. 4, éducation de qualité. 5, égalité entre les sexes. 6, eau propre et assainissement. 7, énergie propre et d'un coût abordable. 8, travail décent et croissance économique. 9, industrie, innovation et infrastructure. 10, inégalité réduite. 11, ville et communauté durable. 12, consommation et production responsable. 13, mesures relatives à la lutte contre le changement climatique. 14, vie aquatique. 15, vie terrestre. 16, paix, justice et institutions efficaces. Et 17, partenariat pour la réalisation des objectifs. Et à travers ces objectifs, on peut toucher du doigt les besoins auxquels nous devons apporter des solutions. Et ce dernier objectif, le 17, c'est celui qui, selon moi, va nous permettre d'atteindre tous les autres. Alors, en effet, pour moi, la solution, c'est de créer des synergies entre les acteurs désireux d'agir pour un développement durable. C'est initier un partenariat entre les acteurs qui sont à l'origine d'innovations, donc les ONG, les associations, les fondations, universités, laboratoires, qui sont structurellement incapables d'industrialiser leur production parce que non lucratifs, et l'entreprise, la PME, qui a l'esprit entrepreneurial pour donner naissance à une nouvelle structure. Qui a l'esprit entrepreneurial pour donner naissance à une nouvelle structure hybride, à mi-chemin entre la recherche de profit et la maximisation d'un impact positif. Alors, vous n'avez pas le même budget que BP, peut-être aussi que BP a déjà ratissé les marchés dits matures et émergents, et que s'ils souhaitent se développer, il faut qu'ils accèdent à ce marché de la base de la pyramide. Peut-être aussi que l'activité de BP repose aujourd'hui sur des énergies fossiles, gaz et pétrole, qui sont vouées à disparaître, et que dans ce sens, il est important pour eux de commencer leur transition. Et vous n'êtes pas BP, vous n'êtes pas une multinationale, vous n'avez pas le même budget ni les mêmes problématiques. En revanche, vous savez que les consommateurs prennent conscience du rôle qu'ils peuvent jouer en consommant mieux. Ils vont se référer au label, par exemple. On parle ici, ces consommateurs, ce sont vos clients, ce sont vos salariés qui sont en quête de sens dans leur activité du quotidien. Mais je peux vous parler aussi de l'État, qui a pris conscience de cette nécessité et qui est de mettre en place le plan PACT, donc c'est le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, dont un des volets est de repenser la place de l'entreprise au sein de la société et l'existence du contrat social, du contrat à impact social, qui permet à un investisseur de financer un programme de prévention d'un acteur social, une association par exemple, qui sera lui-même remboursé par l'État en cas de succès. On assiste aussi depuis les années 80 à une explosion du nombre d'ONG dans le monde, et avec elle une intensification de la concurrence et donc de la professionnalisation de ces acteurs, donnant naissance à des innovations sociales qui présentent un intérêt pour le secteur privé. Et concernant les fondations, entre 2001 et 2014, il y a eu une augmentation de plus de 300% du nombre de fondations en France, ce qui nous informe sur la volonté des entreprises à agir pour l'intérêt général. Parallèlement à ça, on assiste aussi à l'essor de l'économie circulaire, donc, qui veut limiter le gaspillage des ressources et l'impact environnemental en augmentant l'efficacité à tous les stades de la chaîne de valeur d'un produit, c'est-à-dire d'à partir du moment où ce produit est chez le fournisseur qui passe chez vous pour être transformé et la vente, c'est-à-dire le client, c'est-à-dire du fournisseur au client final. Ce qui veut dire que vous allez être amené à créer des synergies entre ces entités-là et qu'ensemble, consommateurs, État, salariés, clients, fournisseurs, ONG, associations, universités, nous pouvons co-créer de nouvelles entreprises capables de générer des profits tout en s'attaquant à des problèmes sociaux. Alors, mes clients,
seront les PME, que je facturerai dans un premier temps pour une activité de conseil, et les entrepreneurs sociaux, puisqu'à partir du moment où cette nouvelle entité sera rentable, je facturerai une commission sur les ventes réalisées. Donc il y a une part fixe et une part variable du salaire. Les bénéficiaires seront aussi les PME qui vont pouvoir communiquer sur cette nouvelle activité et les entrepreneurs sociaux qui auront accès à un investissement et qui va leur permettre de changer d'échelle. Et pour ces deux entités, évidemment, c'est l'accès à un nouveau marché. Enfin, les acheteurs des biens et services finaux. Et les autres acteurs, ce sont les collectivités locales, par exemple. Pourquoi ? Parce qu'il y a des besoins dans votre région, mais aussi parce que si vous commencez à créer des synergies avec les entreprises du technopole où vous vous trouvez, ça va lui donner une nouvelle dynamique. Voilà le business model. On a parlé des besoins, de l'offre, des clients, des bénéficiaires, des revenus aussi et de l'impact. Les canaux de distribution, ce sera essentiellement de la vente directe, du démarchage, un site internet et les relations publiques. On a déjà parlé de la partie droite du tableau. Concernant les activités clés, ça va être dans un premier temps la commercialisation et le démarchage, mais l'analyse d'impact aussi en amont et en aval de la mise en place du projet. Donc un travail de recherche sur le terrain sociologique, ethnographique, une veille, une analyse, des rencontres avec différents acteurs, puis la rédaction de rapports et des réunions entre ces différents acteurs-là en intelligence collective pour co-créer une nouvelle activité. Donc les ressources clés, ça va être la capacité commerciale, des connaissances en statistiques, en droit des organisations, droit des entreprises, je ne sais pas comment on dit, base de données, technique de questionnaire, capacité de synthèse. Le matériel, ça va être essentiellement des déplacements, ordinateurs, logiciels en bureau. Et les ressources intellectuelles possibles, ça va être le dépôt de brevets. Concernant les partenaires stratégiques, je pense à la région Nice-Côte d'Azur, à Ashoka, au Move, à l'ESSEC, à Inactus. Et la structure de coût, ça va être les salaires et le développement du site internet. Alors maintenant, moi, ce que je vous invite à faire, c'est à vous positionner. Où est-ce que vous vous trouvez? Est-ce que vous êtes le consommateur, le client, le fournisseur? Avec qui est-ce que vous pouvez créer des synergies pour mettre en place ces nouvelles entités qui sont vouées à avoir un impact social positif important et à apporter du profit? Et c'est ça aussi qui va prouver que ce bien ou ce service qui va être à l'origine de cette co-création répondrait effectivement aux besoins de ces populations. Quel acteur êtes-vous? Sur quel terrain avez-vous envie d'agir? Ensuite, nous pourrons travailler ensemble. C'est pour ça que vous avez mon adresse email ici. Je vous remercie de m'avoir écouté.